Bonjour à toutes, bonjour à tous. La question des femmes, et notamment du respect et de la protection de leurs droits au sein de l'Union européenne, c'est un thème dont on parle parfois à l'occasion de la journée du 8 mars, mais dont on parle assez peu souvent finalement le reste de l'année. Alors d'abord, je voulais vous féliciter, vous remercier du fait d'en parler pour un 20 octobre, et je voulais apporter cette modeste contribution à vos débats, dont je sais par avance qu'ils seront riches. Alors d'abord, pour vous dire où on en est sur cette question des droits des femmes en Europe. C'est une question, une politique qui n'allait pas de soi en 1957, au moment où a été signé, ratifié le traité de Rome. Parce que la construction européenne, à l'origine, était d'abord celle d'un marché économique et pas tellement celle de la construction de droits fondamentaux. Mais, et on va le voir peu à peu, la construction européenne a réussi à se saisir de cette question des droits des femmes. Et aujourd'hui, si on fait un bilan, d'abord en matière de droits fondamentaux, un droit comme la liberté de disposer de son corps, l'interruption volontaire de grossesse, c'est un droit qui n'est pas encore universel au sein de l'Union européenne, puisque certains États, comme Malte par exemple, l'interdisent tout simplement, et d'autres États l'interdisent partiellement, comme Chypre, la Pologne ou l'Irlande. Alors, il y a des motifs néanmoins d'optimisme. En Irlande, par exemple, le récent référendum du 25 mai a permis au oui de l'emporter à plus de 66%, et donc on peut envisager une évolution de la législation là-bas. Néanmoins, le droit à l'avortement, c'est un droit qui reste fragile en Europe. Et ça aussi, il faut le dire. Prenons cet exemple de l'Espagne. En 2013, le gouvernement conservateur avait voulu restreindre ce droit. Prenons l'exemple de l'Italie. Il y a un certain nombre de médecins qui se disent objecteurs de conscience, et aujourd'hui, 15 000 à 50 000, selon les estimations, avortements sont réalisés chaque année en Italie sans médecin. Alors, face à ces constats, certains proposent de modifier les traités pour inscrire ce droit fondamental. Évidemment, cela supposerait l'unanimité des États membres, qui n'est pas gagnée. Et néanmoins, on pourrait se dire qu'à minima, l'Union européenne doit continuer à soutenir les associations de terrain qui sensibilisent sur ce sujet. Si l'on prend ensuite la question de l'égalité professionnelle, là aussi, il y a beaucoup à dire et beaucoup de progrès à accomplir. En matière d'écart de salaire d'abord, l'écart moyen en Europe est de 16% entre les femmes et les hommes. 16%, alors c'est un pourcentage qui dit peut-être peu, je vais le dire autrement. Il faut pour qu'une femme gagne autant qu'un homme, en moyenne en Europe aujourd'hui, 59 jours de travail supplémentaires. Les femmes sont 3 fois plus nombreuses à occuper des temps partiels et à 85% des temps partiels subis au sein de l'Union européenne. Parmi les mauvais élèves, il y a l'Allemagne, le Portugal, des pays comme le Royaume-Uni, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, pardon, la République tchèque et la Slovaquie. Et pourtant, si l'on regarde la législation et la jurisprudence européenne, il faut être aussi lucide sur le fait qu'elles ont parfois été en avance par rapport aux législations ou aux jurisprudences nationales. Prenez par exemple l'interdiction de licencier une femme enceinte. Elle date des années 90 dans la jurisprudence de la Cour de justice. L'obligation, par exemple, de porter à 40% la proportion des femmes dirigeantes dans les conseils d'administration des entreprises cotées. Ça vient d'une directive de 2011 de l'Union européenne, qui ensuite a été transposée dans les droits nationaux. Et en France, par exemple, depuis 2011, la part des femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées a été multipliée par 2. Donc, notamment grâce à cette législation européenne. Alors, pour l'avenir, il y a notamment un projet de directive sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui prévoit l'instauration d'un congé paternité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont pas de congé paternité au sein de l'Union européenne, alors que l'on sait que, au regard de nombreuses études, ça fait partie des facteurs d'égalité professionnelle. Troisième point sur cette question des droits fondamentaux, la question des violences. Violences physiques ou sexuelles, et là encore, un chiffre pour prendre véritablement la mesure de ce que ça représente. Un quart des femmes au sein de l'Union européenne ont déjà subi au cours de leur vie des violences physiques ou sexuelles. 75% ont déjà subi un harcèlement dans le cadre professionnel. Alors évidemment, aujourd'hui, l'Union européenne agit avec des financements, puisqu'elle finance des programmes pour mieux documenter cette réalité. Je pense par exemple au programme Daphné. Elle agit également par le droit, par des normes. Et c'est grâce au droit européen que la charge de la preuve a été inversée, par exemple, dans les cas de harcèlement ou de discrimination. Évidemment, une grande partie de l'application de ce droit dépend aussi des autorités nationales et de la responsabilité des entreprises, et c'est la raison pour laquelle il faudra une prise de conscience collective pour continuer à avancer sur cette question des violences. Je termine enfin en parlant de la question de la représentation politique. Là aussi, c'est important parce que quand on regarde tous ces principes qui sont proclamés par le droit de l'Union européenne,
peut s'interroger sur leur mise en application au sein même des institutions européennes. On constate assez vite qu'hélas, elle est imparfaite. Je prends la Commission européenne, aujourd'hui, sur 28 commissaires, il y a 9 femmes seulement. 9 femmes, et pourtant, quand on regarde les portefeuilles qui leur sont confiés, quand on regarde le bilan de leur action, je vais prendre ces deux exemples. Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, c'est elle qui a permis d'avancer dans la lutte contre l'optimisation fiscale, contre la fraude fiscale. C'est elle qui a permis d'infliger des amendes importantes à des grands groupes comme Starbucks, Amazon et autres. Si l'on prend Maria Gabriel, qui œuvre sur la partie de l'économie numérique, elle aussi a beaucoup travaillé pour que la fiscalité et la législation qui s'appliquent aux entreprises du numérique soit la même que celle qui s'applique aux PME aujourd'hui en Europe qui payent davantage d'impôts, et donc il y a là une source d'injustice et d'incompréhension. Alors évidemment, si on veut instaurer une parité complète au sein de la Commission européenne, il y a deux manières de faire. Une manière juridique, je dirais, qui serait de changer les traités, et d'intégrer ça comme obligation au traité. Et puis une manière plus politique, peut-être plus pragmatique, il suffirait demain que le Parlement européen dise « nous refuserons d'investir une Commission européenne qui nous sera présentée et qui ne sera pas paritaire, tout simplement ». Ensuite, au sein de ce Parlement européen, justement, il y a là aussi des progrès à faire. Il y a 27% de femmes au Parlement européen. 27%. Là encore, c'est difficilement compréhensible, alors même que on pourrait très bien imaginer que le règlement qui est relatif au Parlement européen, à son élection, pourrait imposer la parité. Si on regarde les présidences du Parlement européen, depuis 1979, c'est-à-dire depuis son élection au suffrage universel direct, il y a eu seulement 2 femmes présidentes du Parlement européen, dont d'ailleurs la première était Simone Veil, grande européenne et grande française. C'est une question qu'on peut se poser pour l'avenir. Et puis de manière plus générale, au sein de l'ensemble des institutions européennes, on a un vrai problème de représentation. 36% des postes de direction seulement sont occupés par des femmes. Et on sait là aussi que tout se joue au moment du recrutement, au moment des concours, au moment de l'avancement. Et nous avons sur ce sujet, au sein des institutions européennes, un véritable devoir, une véritable exigence d'exemplarité, si l'on veut ensuite entraîner non seulement les États, mais l'ensemble des sociétés. Voilà, vous l'avez vu, sur la question des droits des femmes, l'Europe n'est pas en reste. L'Europe a réalisé un certain nombre d'avancées qui aujourd'hui sont précieuses, et néanmoins la situation reste imparfaite, qu'il s'agisse du marché du travail, qu'il s'agisse du droit à l'avortement ou qu'il s'agisse de la représentation politique des femmes. Et donc, bon débat, riche débat à vous, et j'aurai plaisir à vous retrouver pour de prochaines échéances. Merci à vous, bonne journée.